Bien, donc on va reprendre et donc discuter un tout petit peu du rythme et de l'intensité de la politique climatique, des coûts, des bénéfices, du calcul économique à un niveau relativement... À nouveau, je vais être à une certaine distance du problème. Et puis, je ne sais pas jusqu'où j'irai. Alors, les premiers transparents, c'est ceux que j'ai vus tout à l'heure, puisque j'ai réussi à dépasser aller suffisamment loin. Et je vous rappelais que le principe de précaution, ici comme dans beaucoup de domaines, ne permet pas de dire grand-chose. Si on le prend, même si on essaie de le lire de façon attentive. Et en particulier, il renvoie explicitement à un calcul économique. Donc on va essayer de faire ce calcul économique, puisque les économistes tentent à vouloir s'accaparer les problèmes même lorsqu'on ne leur demande pas, et si on leur demande, il n'y a absolument aucune raison de refuser. Donc je vais donc revenir sur les coûts d'une politique climatique. Je vais vous montrer que ce n'est pas un chapitre extraordinairement simple, mais c'est un chapitre encore beaucoup plus simple que celui des bénéfices d'une politique climatique. Alors les coûts des politiques climatiques, je rappelle, ça j'ai déjà dit tout à l'heure, quels étaient les moyens d'action. Je ne fais que reprendre un transparent que j'avais déjà présenté tout à l'heure. Les moyens qui consistent à changer de technologie, à faire du progrès technique, et je reprends dans toutes ces catégories. Voilà. Alors maintenant, les coûts. Alors pour introduire les coûts, je vais vous présenter ce diagramme. Je ne vais pas le commenter très longuement parce que, d'une part, je ne suis pas spécialiste de toutes ces affaires. Mais ce diagramme, vous voyez, qu'est-ce que vous avez en abscisse? En abscisse, vous avez les secteurs. Et pour chaque secteur, vous avez une zone dans laquelle il y a marqué plus petit que 20, une zone plus petit que 50 et une zone plus petit que 100. Grosso modo, c'est quelque chose qui vous dit le prix du carbone est inférieur à 20 €, en fait c'est en dollars ici, à 20 $ la tonne de carbone. Donc pour des coûts du carbone inférieurs à 20 $ la tonne de carbone, voilà quel serait le niveau d'émission. Imaginons que prenons 20 $ exactement, vous annoncez dans le secteur de l'offre d'énergie que toute émission de carbone sera taxée à 20 $. Qu'est-ce qui va se passer en termes de réduction des émissions de gaz carbonique? Alors c'est 20 $ par tonne de gaz carbonique, je suis désolé. Le prix de la tonne de carbone, donc quand vous avez 20 $ pour la prix de tonne de gaz carbonique, il n'y a que 1 sur 3,6 tonnes de carbone, donc il faut multiplier par 3,6, ça fait 75. 180 $ la tonne de carbone ou 365 $ la tonne de carbone. Donc 20 $, c'est quand même, pour tonne de CO2, c'est un prix relativement significatif. Je crois qu'il a été dépassé qu'une fois sur le marché européen EU ETS pendant une période, qu'il est nettement inférieur en ce moment. Et 100 $, 360 $ la tonne de carbone, 300 € la tonne de carbone, c'est aussi des prix qui commencent à être très élevés. Alors ce que vous dit ce diagramme, c'est que si vous avez une taxe, ou donc pour un prix fictif du carbone inférieur à 20 €, alors dans le secteur de l'offre d'énergie, on diminuerait de 2 gigatonnes de gaz carbonique et par an les émissions. À nouveau, en émissions de tonnes de carbone, il faut diviser par 3,6. Donc ça fait moins d'une tonne de carbone, d'une gigatonne de carbone par an. Et vous avez ceci à la fois pour le transport ici, pour les bâtiments, pour l'industrie, pour l'agriculture, pour la forêt, etc. Donc ça vous donne, c'est quelque chose qui vous indique le montant des réductions si soit les gens font un calcul économique sur la base du prix fictif du carbone, soit s'ils font un calcul économique réel sur la base du prix réel du carbone. C'est-à-dire si on arrivait à mettre une taxe carbone dans ces domaines. Et qu'est-ce qu'on tire de ce diagramme? D'abord, en ce qui concerne l'énergie, vous voyez que il y a une élasticité assez importante de la réponse au prix du carbone. Pour le carbone à plus de 300 € la tonne, vous voyez que l'on fait presque le double de ce qu'on fait pour un carbone
à 70 € la tonne, hein, si on veut ça. Vous voyez par contre que dans le secteur du transport, ça c'est aussi une information importante, dans le secteur du transport, c'est très peu réactif. Vous n'avez pas beaucoup de moyens de diviser, d'améliorer la performance carbone. Et ce que vous pouvez le faire avec 20 €, en passant de 20 € à 100 €, c'est-à-dire en multipliant par 5 la taxe carbone, vous n'obtenez pas des résultats fondamentalement différents, si j'en crois ces diagrammes. Alors là, vous voyez tout ce qui se passe en matière de bâtiments, d'immobilier. Là, au contraire, il y a une forte réponse à des coûts du carbone bas. Donc c'est un secteur dans lequel il y a des possibilités de réduction à coût bas qui sont élevées et qui n'augmentent pas beaucoup avec le coût du carbone. Il n'y a pas besoin de mettre un coût du carbone élevé pour justifier des choses dans le secteur du bâtiment. L'industrie, là, il y a par contre une réaction assez forte, une assez forte élasticité de réponse des réductions au coût du carbone, et je ne commande pas sur le reste. Donc, l'idée de l'économiste, ça va être ça va être essayer de comprendre, pour essayer de comprendre les coûts. Dans un premier temps, une manière, ça consiste à dire, voilà, j'ai un prix fictif du carbone ou un prix réel du carbone, une taxe carbone qui est imposée à tout le monde, de combien je réduis les émissions. Qu'est-ce qui va se passer ? Alors, je vais vous présenter un diagramme qui est... Alors, là, on mettait... on ordonnait les réductions et en abscisse, les variations de prix sont sur l'axe des abscisses ici. Là, je vous présente un diagramme. Alors, si j'arrive à le présenter... il ne se passe pas. Alors... Bon, alors c'est un diagramme même que je n'arrive pas à visualiser, sur les coûts de Kyoto, qui avait été fait donc pour les pays de l'annexe B qui avaient fait Kyoto. Ça vous donne, vous avez en abscisse le pourcentage de réduction de vos émissions. Le premier, c'est 5%, ensuite 10%, 20%, 30%. Et en ordonnée, la taxe carbone qui serait suffisante pour conduire à ce pourcentage. Et vous avez ça pour toute une série de pays. Donc ça, c'est le genre de diagramme qui donne une idée synthétique des coûts. Parce que si vous avez les coûts, si vous avez ces courbes-là, en fait, vous êtes capable de calculer des coûts réels, vous êtes capable, en faisant des petites hypothèses, de calculer des équivalents de coûts totaux de la politique. Alors je ne peux pas vous le montrer, mais je le regrette. Alors bien entendu, ça c'est une première... J'ai complètement passé sous silence le fait que... les réductions, c'était un processus temporel qui prenait du temps et que si on veut faire une analyse très précise, il faut évidemment se donner le processus temporel de réduction que l'on souhaite atteindre. Alors là, j'en ai mis plusieurs qui sont... ça, c'est business as usual, le fil de l'eau. Et là, vous avez des processus... Alors, je ne prétends pas qu'il y ait consensus d'ailleurs sur ces courbes, mais ça, c'est par exemple celui à... Je vais prendre celui à 550. Celui à 550, on laisse monter les émissions. Alors cette fois, on revient en milliards de tonnes de carbone jusque vers 2030, et ensuite il faut les abaisser et poursuivre la réduction des émissions au-delà de 2100, puisque là on va jusqu'à 2200. Donc en toute rigueur, si on veut regarder les coûts d'une politique, il faut déterminer le profil des réductions que l'on vise. Ce sera la première complication. Mon point de vue purement statique, évidemment, insuffisant. C'est donc qu'il faut y aller vite ou qu'il ne faut pas aller vite, ça ne coûtera pas la même chose, le coût du carbone, etc. Donc c'est un premier point. Alors là, je vais vous présenter un modèle qui est, dont je ne connais pas suffisamment pour avoir un avis d'expert, mais qui a été publié dans le Journal of Public Economic Theory 2012, un numéro spécial dont je vous recommande la lecture parce que je l'ai dirigé avec Nicolas Stern. Et c'est un modèle dans lequel ils essaient les auteurs qui sont ici, essaient de calculer la politique climatique optimale sous un certain nombre d'hypothèses. Alors d'hypothèses sur les technologies disponibles, sur le coût de ces technologies et sur les objectifs de la politique climatique. Alors, en particulier, et là je vous donne les résultats qu'ils ont sur le secteur de l'électricité. Ces résultats vous disent quelle est la proportion, quelle est l'utilisation des technologies dans chacun de ces scénarios, dans le secteur de l'électricité.
Alors, ils le font pour l'ensemble du secteur de l'énergie et il n'y a pas indépendance. Hein. Par exemple, dans ce scénario-là, l'électricité fournit la moitié de l'énergie, alors que dans celle-là, elle en fournit beaucoup moins de la moitié. Il y a des interactions, je ne prétends pas vous donner l'étude, mais grosso modo, ils mettent l'accent sur les coûts d'extraction croissants du charbon. Donc, il n'y a pas épuisement du charbon, mais les coûts d'extraction deviennent croissants. Et ils mettent l'accent aussi sur l'épuisement de l'uranium. L'uranium est quelque chose qui est disponible en quantité limitée. Hein. L'électricité nucléaire, ce n'est pas du renouvelable. Hein. Ça se fonde sur une ressource rare non renouvelable qui s'appelle l'uranium. Et l'accent est mis sur donc, la part des technologies et le prix fictif du carbone en 2100. C'est-à-dire qu'ils se donnent. Alors, qu'est-ce qu'ils se donnent comme scénario? Le scénario 1, c'est celui-là. C'est business as usual. C'est-à-dire c'est le fil de l'eau, on ne fait rien. C'est la politique climatique du fil de l'eau. Alors je vais vous le donner. Donc, les scénarios 2, 3, 4, c'est stabiliser, c'est un scénario de stabilisation des concentrations en CO2 et d'eau équivalent à 550 ppmv en 2100. Donc c'est des scénarios de stabilisation. 550 ppm en 2100. C'est ça, ça et ça. Alors, donc vous voyez, ce scénario, il n'y a rien, fil de l'eau. Alors, dans ce scénario, il n'y aura absolument pas de prix fictif du carbone qui va être associé, puisqu'il n'y a aucune politique de carbone. Dans les autres scénarios, il y a évidemment, ce sont des réponses, c'est l'optimum calculé par le modèle en fonction d'un certain nombre d'hypothèses. Et naturellement, une des sorties du modèle, c'est le prix fictif du carbone. Une des sorties du modèle, c'est la trajectoire des prix fictifs du carbone ou des taxes carbone qui permettrait d'obtenir ceci de façon décentralisée au niveau du monde. C'est un objectif ambitieux. Donc là, vous avez un prix fictif du carbone en 2100 pour ce scénario et pour ce scénario. Lesquels prix fictifs du carbone en 2100 donnent une certaine idée des coûts totaux de chacun des scénarios. Alors, maintenant, en quoi ils diffèrent les scénarios de 3, 4 ? Alors, dans 1 comme dans 2, c'est un nucléaire fixé ou en rétraction, enfin apparemment c'est fixé ici, sans expansion du nucléaire. Donc scénario 1 et 2. Scénario 3, nucléaire, sans relais, et scénario 4 avec relais sur générateur. Alors, donc, qu'est-ce que vous dites des résultats ? S'il n'y a pas de politique climatique, le charbon reste dominant. Et d'après leurs calculs, les renouvelables ne percent pas. Politique optimale, à nouveau, qu'ils calculent. Je vais revenir sur la sensibilité des résultats aux hypothèses. Maintenant, vous voyez, le deuxième, c'est nucléaire stable, proche de zéro. Et alors là, vous voyez, moi je vois beaucoup moins que vous, donc je ne suis pas absolument sûr. Il y a une montée en puissance des renouvelables. On la parle du Lion en 2100. Et je ne suis pas sûr de voir où est le charbon, mais c'est ici. Donc vous avez une décroissance du charbon, etc. Là, c'est la même chose, mais avec le nucléaire. Alors nucléaire, il y a montée du nucléaire jusque vers 2050-2060, où il prend 40% du marché, et décroissance ensuite. Épuisement de l'uranium. Voilà. Ensuite, là, vous avez décroissance, montée des renouvelables qui s'accentue vers 2100. Là, c'est le nucléaire plus surgénérateur. Alors, le nucléaire reste au niveau un peu du niveau qu'il avait atteint avant. Le charbon disparaît pratiquement et les renouvelables ont une part moins importante. Je ne vais pas commenter ces résultats pour vous dire qu'ils sont plausibles ou pas. C'est un travail évidemment très sérieux, mais ils sont sensibles à plusieurs paramètres. En particulier, un des paramètres sensibles, c'est la compétitivité des technologies de capture de carbone. Ça, c'est vraiment un paramètre très sensible Et on ne sait pas très bien. Il y a des gens qui disent que ça ne marchera jamais à des coûts raisonnables pour des quantités importantes. Et il y a des gens qui disent le contraire, donc sensibilité. C'est aussi assez sensible à l'apprentissage sur les renouvelables, au taux d'apprentissage sur les renouvelables. Ils l'ont mis à un niveau qui leur semble juste. Moi, je n'ai aucune opinion, mais si vous l'accroissez, vous
vous accroissez la montée en puissance des renouvelables de façon très significative. Et enfin, c'est sensible au taux d'actualisation, bien sûr, puisque ça, c'est des calculs de coûts, hein, c'est des choses qui minimisent les coûts pour un objectif de concentration. Évidemment, le taux d'actualisation élevé défavorise les investissements très capitalistiques au départ, etc. Donc voilà. Donc voilà. Et bien sûr, le point qui est important, c'est pour avoir une idée des coûts totaux, vous pouvez regarder le prix fictif du carbone, qui est 500 € par tonne de carbone en 2100 pour ce scénario, 300 € pour ce scénario et 275 pour ce scénario, qui souligne que sur les hypothèses qu'ils ont fait, le nucléaire diminue les coûts de façon significative, si j'en crois ce modèle, mais à nouveau avec toute une série de bémols qui sont ceux qu'il y a ici. Donc, mais ça, c'est en quelque sorte un exercice tel qu'un économiste voudrait pouvoir le faire. À partir de ça, on peut discuter. C'est en ce qui concerne les coûts. Et ça tient la route jusqu'à un certain point. Maintenant, on va regarder le problème des bénéfices. Parce que non seulement les politiques climatiques, elles ont un coût. Là, j'ai mis des objectifs qui sont des objectifs extérieurs. La question est de savoir quel est le bon objectif. Et le bon objectif résulte de la comparaison entre les coûts et les bénéfices. Les bénéfices, c'est les dommages évités. Alors là, on va voir que le chapitre... Alors, je ne prétends pas qu'auparavant, il était totalement limpide. Hein, j'ai donné l'exemple d'un modèle fait par des gens sérieux qui dit des choses qui sont sérieuses et qui peuvent servir de base à une discussion, hein, en allant beaucoup plus loin. Mais c'est une vraie discussion sur les coûts. On a une vraie compréhension, même si, à nouveau, il y a beaucoup de paramètres qu'on ne maîtrise pas tellement pour savoir ce qui va se passer dans 50 ans, ce qui n'est pas tout à fait surprenant. Alors, pour les bénéfices, on va voir que c'est bien moins assuré que ça. Alors, pour les bénéfices, je vais essayer d'abord de montrer ce qui a été fait dans le rapport Stern, hein, qui est le principal document dans lequel il a été fait une analyse des bénéfices des politiques climatiques, c'est-à-dire ou des dommages de l'absence de politique climatique. Alors, il y a de nombreux chapitres, hein, l'agriculture, les événements climatiques extrêmes, les inondations, migration à grande échelle. Ça, c'est vraiment un chapitre important si l'on croit que la température va augmenter autant qu'on le dit. Et c'est sûrement des plus délicats. La biodiversité, la santé, la qualité du climat. Il y a différences entre régions, entre les zones nordiques et le sud. Il y a différences entre les zones de température. 1 à 3 degrés, c'est pas dramatique pour l'agriculture du Nord. Hein. Au-dessus, il y a réduction de fertilité générale. Et donc, ce qu'a fait le rapport Stern, c'est ce que je vous ai indiqué sur le diagramme que je vous montre à nouveau, hein, dans lequel il prend les catégories et il prend chacun des scénarios. Et pour chacun des scénarios, hein, il croise scénarios et catégories en tenant compte du caractère aléatoire des résultats, tels qu'ils sont donnés par les modèles climatiques. Alors voilà, alors maintenant, il faut mesurer les dommages. Alors pour mesurer les dommages, il faut aller évidemment en dehors du champ dans lequel on est aujourd'hui. Hein. Donc il va falloir, par exemple, si vous faites comme quelque chose, les dommages liés aux tempêtes, hein, il va falloir choisir une... on sait que avec la température moyenne, le nombre de tempêtes et leur intensité ne varie pas linéairement. Hein. Grosso modo, c'est toujours pour le même phénomène. Étant donné une température moyenne, la probabilité qu'il y ait un événement quelconque, hein, par exemple un événement extrême, est donnée par une loi normale. Si vous changez la température, vous changez la moyenne de cette loi normale sur la droite, vous augmentez beaucoup la probabilité des événements extrêmes. C'est le genre de calculs de ce genre qui sont faits. Et en augmentant la probabilité des événements extrêmes, bien là, par exemple, les dégâts liés par les tempêtes seraient en x3, c'est-à-dire en t au cube. C'est-à-dire si vous enfin, voyez, donc et tout ceci, pour tous les types de dommages, il y a des calibrations de ce genre qui sont faites. C'est là-dessus qu'est fondé le rapport Stern. Donc pour l'eau, il y a quelque chose qui est je n'arrive pas à le lire, mais vous arrivez à le lire, qui doit être en x2. Vous avez pour l'agriculture, vous avez quelque chose au début, accroissement de la fertilité dans une partie du monde, ensuite décroissance. Donc vous avez une courbe comme ça, etc. Pour la mortalité, il y a d'autres choses. Donc pour chacun des chapitres, il y a une évaluation des dommages marchands tels qu'on peut le faire aujourd'hui, et une extrapolation qui dépend de l'accroissement des températures et qui est calculée sur la base de formules de ce type.
Formules qui sont en principe tirées de raisonnements économiques et physiques sur la nature des phénomènes. Voilà. Alors maintenant, il y a les coûts. Ce n'est pas très facile à mesurer à long terme, mais on peut commencer l'exercice. Et il y a les dommages. On peut les mesurer de cette manière. Au moins, c'est vrai pour les dommages marchands. C'est beaucoup moins vrai pour les dommages non marchands. À nouveau, à quel prix vous allez valoriser la migration de 200 millions de personnes vers l'année 2050 200 millions de personnes, je ne sais pas. Qu'est-ce que ça fait comme... c'est évident qu'il y a un gros problème pour ces réfugiés, il y a un gros problème pour les sociétés d'accueil. Comment vous le résolvez? Combien vous comptez? Ce n'est pas du tout évident. Et c'est probablement parmi les choses les plus importantes qu'il faudrait prendre en compte. Alors maintenant, si vous êtes l'économiste, vous allez actualiser. Vous avez des coûts, vous les avez actualisés. C'est ce que j'ai fait dans l'exercice que je vous ai présenté de Chakravorty et compagnie, là, tout à l'heure. Tout ce qu'ils avaient fait, c'est en actualisant les coûts, et leur critère était de minimiser les coûts actualisés de l'atteinte de l'objectif. C'est ça qu'il y avait derrière cet exercice dont j'ai présenté un pan des résultats, pour vous donner une idée de ce que ça peut donner. Alors, vous actualisez. Alors le problème, c'est là on touche à une des difficultés. Le problème du changement climatique, c'est un problème qui touche à ce qui va se passer, non pas dans le siècle qui vient, mais dans les 3-4 siècles qui viennent, peut-être plus loin. C'est des problèmes auxquels on n'a absolument aucune habitude. Depuis que l'homme est sur cette planète, il est rare qu'il s'intéresse à d'événements dépassant la décennie. Là, on a regardé beaucoup plus loin. Et alors, on va le faire, mais si on est économiste, on va utiliser le taux d'actualisation. Alors, le problème du taux d'actualisation, c'est qu'il écrase l'avenir. Qu'est-ce que ça veut dire en taux d'actualisation? Ça veut dire, si vous dépensez, c'est le coefficient qui vous dit combien, si vous dépensez 1 euro aujourd'hui, combien vous voulez retirer demain pour que vous jugiez que c'est acceptable. Si le taux d'actualisation est de 1%, si vous dépensez 1 euro aujourd'hui, il faut récolter 120 dans 50 ans et évidemment 14 000 dans 100 ans. Taux d'actualisation de 10%. C'est d'ailleurs, si vous avez 1 euro que vous pouvez placer à 10% net pendant un siècle, c'est ça que vous allez gagner. C'est la même chose, c'est des calculs d'intérêt composé simplement. Avec un taux d'actualisation de 7%, il faut encore que vous ayez un peu moins de 30 dans 50 ans et 860 dans 100 ans pour que ce soit rentable. Avec un taux d'actualisation de 5%, il faut 130 dans 100 ans et 17 000 dans 200 ans, évidemment. Il faut prendre... Et avec un taux d'actualisation de 2%, il faut encore, pour que ce soit rentable, pour que vous le dépensiez votre euro aujourd'hui, il faut que vous ayez 7 euros dans 50 ans, 7,3 euros dans 100 ans et 52 dans 200 ans. Sinon, vous jugez que ce n'est pas rentable. Alors évidemment, les taux d'actualisation, alors ce n'est pas des choses tombées du ciel, c'est utilisé dans le calcul économique. C'est utilisé dans le calcul économique des entreprises privées. Alors là, c'est ce qu'on n'appelle pas taux d'actualisation, on l'appelle taux d'intérêt, ou taux de rentabilité du capital, qui est lié, bien sûr. Mais par exemple, dans le secteur public français, le commissariat du plan, dans son époque de gloire, annonçait un taux d'actualisation. Du temps, dans les années 70, il devait être encore de 7%, je parle sous le contrôle de connaisseurs. Alors 7%, est-ce que je l'ai mis ici? Oui, donc si je dépensais 1 euro aujourd'hui, il fallait que ça me donne 860 dans un siècle pour que j'accepte l'investissement. Aujourd'hui, il est de 4%. Alors 4%, je ne l'ai pas là, mais c'est pas loin de 3%. Ça fait quand même sûrement à peu près un peu moins de 100 dans un siècle, pour que ce soit rentable. Et ça, c'est le taux officiel qui est utilisé par les entreprises publiques ou les administrations. Alors, il y a pas mal de débats d'ailleurs sur ce taux d'actualisation actuellement. Il y a toujours eu des débats, parce que est-ce que ces taux ne tuent pas les investissements à longue durée de vie, comme les canaux et forêts? Et j'ajoute, est-ce que ça ne tue pas les politiques climatiques? Alors, donc la question qui se pose, c'est évidemment, et les résultats de politique climatique, je vais vous le montrer, dépendent énormément du taux d'actualisation. Dépendent énormément du taux d'actualisation que l'on prend et dépendent énormément du traitement de l'incertitude qu'on va prendre. Alors, le calcul économique est-il pertinent? Ça, c'est le sujet de
de ce transparent. Hein. Alors d'un côté, je vais opposer ce que j'appelle l'intuition écologique à ce que je vais appeler la raison, alors je mettrai des guillemets à raison pour n'offenser personne, bien sûr, économique. Donc l'intuition écologique, eh c'est qu'on va sacrifier des intérêts essentiels, c'est-à-dire la préservation de la planète, à des objectifs secondaires, hein, que le calcul économique conduit à un égoïsme des générations éthiquement inacceptable. C'est un petit peu ce qu'il y a derrière l'intuition écologique, mais j'y reviendrai. Hein, je vous présenterai les éléments d'un papier qui s'appelle Intuition écologique contre raison économique. Et la raison économique, alors pourquoi? Quels sont les arguments que donnent les économistes pour l'utilisation de ce taux d'actualisation? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a fondamentalement deux types d'arguments. Le premier, c'est que les poids, c'est les poids convenables pour arbitrer entre aujourd'hui et demain, qui est donné par le taux d'actualisation. Pourquoi c'est les poids convenables? Parce que c'est pas des choses qui tombent du ciel, c'est des choses qui sont effectivement faisables. C'est-à-dire que si vous avez 1 franc aujourd'hui, vous pouvez, en investissant dans le secteur productif, compte tenu de la productivité marginale du capital, vous pouvez obtenir le nombre d'euros qu'il y a à l'échelle de 100 ans si vous laissez en processus productif. Et d'ailleurs, le commissariat du plan, dans les années 70, calculait le taux d'actualisation comme à partir de ce qu'on appelait la productivité marginale du capital dans un modèle agrégé de croissance de l'économie française. L'idée du taux d'actualisation, c'est que c'était un taux lié aux possibilités intertemporelles de production, à la possibilité de transfert intertemporel de la production. Donc la réponse, c'est pas un truc inventé, c'est un truc vrai, on peut le faire. Alors je reviendrai aussi là-dessus. Alors, deuxièmement, la raison économique. Alors, je vais quand même mettre quelques équations. Ça viendra un peu plus dans la suite, mais là je me suis retenu. Et donc, je vais mettre un certain nombre d'équations. Hein. Le deuxième argument que j'appelle petit b de raison économique, c'est que le calcul vous dit de façon juste qu'il ne faut pas sacrifier la génération présente à des générations futures qui seront plus riches. Plus riche, si on compare, si on mesure tel qu'on le mesure par la comptabilité nationale, on doit être à peu près 7 fois plus riche qu'en 1900, ou je peux me tromper c'est peut-être que 5, etc. Donc au fond, est-ce qu'il fallait demander aux gens de 1900 de faire des sacrifices pour nous alors qu'on est 5 fois plus riche qu'eux? C'est pas tout à fait évident. Hein. Je reprendrai cet argument. Alors ça c'est vrai, pourquoi? Je vais donner l'argument formel qui est lié, autour duquel ont lieu les discussions entre économistes. Hein. Une partie des discussions, l'autre partie c'est autour de la productivité marginale du capital, c'est-à-dire le rendement du capital dans l'économie, les taux de profit effectifs. Alors, ça consiste à dire, voilà, je vais écrire, tout ça va dépendre. La question est-ce que je dois transférer de la richesse entre deux générations? L'une sera plus riche que l'autre. Ça va dépendre d'un coefficient un petit peu intrinsèque. Est-ce que j'ai envie de transmettre à la génération future quelque chose? Ce coefficient va être lié à delta. Ça va être ce qu'on appelle le taux de préférence pure pour le présent. Et deuxièmement, est-ce que les générations futures qui ont consommé beaucoup plus vont être rassasiées ou pas? Alors, le fait qu'elle soit rassasiée ou pas se lie dans l'utilité que j'accorde à la consommation à l'époque t. La consommation de l'époque t, c'est xt. Hein, et l'utilité que j'apporte, c'est 1 sur 1 moins eta, xt à la puissance 1 moins eta. Alors, je vais essayer de dire. Alors, si eta égale 1, ça n'a pas l'air d'être très clair, hein, mais si eta égale 1, c'est le log. Ça voudrait dire que l'utilité croît comme le log de la consommation. Ça rappelle, je crois que c'est le loi de Fechner qui dit que l'excitation croît comme la sensation croît comme le logarithme de l'excitation. Hein, donc, etc. Alors, si on fait, ça c'est pour eta égale 1. Si on fait eta égale 2, ça fait en 1 sur x. Ça fait en 1 sur x, ça veut dire que en moins 1 sur x, pardon. 1 sur x, l'utilité diminuerait avec x. À moins 1 sur x, elle croît avec x, mais comme moins 1 sur x, c'est comme ça. Et donc, ça veut dire que l'utilité état est en fait l'élasticité de l'utilité marginale. C'est-à-dire que quand vous augmentez de 1% la consommation, de combien augmente l'utilité marginale? De combien elle diminue? Eh bien, elle diminue de eta%. Si vous faites eta égale 1 avec le log, quand la consommation augmente de 1%,
l'utilité marginale diminue de 1%. L'utilité marginale est 1 sur C, donc elle diminue de 1%. Pour état égal 2, quand la consommation augmente de 1%, l'utilité marginale diminue de 2%. Ça veut dire que vous êtes beaucoup plus rassasié, c'est-à-dire que l'unité marginale a moins d'importance pour vous qu'une consommation marginale a moins d'importance pour vous parce que vous êtes à des niveaux de consommation plus élevés. Si vous étiez au même niveau de consommation, ce serait la même chose. Mais naturellement, qu'est-ce qui détermine la plausibilité ou la désirabilité de l'échange entre ce monsieur de l'époque T et son voisin de l'époque suivante? Eh bien, ça va être le taux d'intérêt implicite qu'il y a. Imaginons qu'entre l'époque T et l'époque T plus 1, la consommation est crue au taux G. Eh bien, à ce moment-là, si le taux d'intérêt est égal à G état, où état est l'élasticité de l'utilité marginale, G est le taux de croissance, le taux de croissance c'est 2%, état c'est 2, fait 4%, mettons delta égale 0 ici, s'il croît à 4%, c'est exactement le taux d'intérêt auquel je ne modifie pas ma consommation entre aujourd'hui et demain, c'est-à-dire auquel je ne fais aucun investissement. C'est le taux d'intérêt d'équilibre pour moi. Si ma consommation croît de 2%, si demain ma consommation ma consommation accrue de 2%, si mon l'élasticité de l'utilité marginale est 2%, et si j'ai un taux d'intérêt de 4%, je ne bouge pas. Alors, comment il faut voir ça? C'est pareil si on raisonne, à la fois si on raisonne d'un niveau positif, en disant c'est du point de vue d'un individu, c'est qu'est-ce qui détermine le taux d'intérêt d'équilibre sur les marchés financiers, donc on va faire intervenir des considérations de ce genre, ou qu'est-ce qui détermine la désirabilité de faire des transferts de revenus entre générations. On dit la génération T a cette fonction d'utilité, et la génération et si on mettait égal T plus 1, c'est la même fonction d'utilité, sauf qu'on a delta T plus 1. C'est-à-dire que delta, c'est un coefficient qui dit que toute chose égale par ailleurs, on défavorise la génération suivante, par exemple de 1%. D'un point de vue d'une vision totalement normative de ce qui va se passer sur la planète, delta, ça peut être le taux de survie de la planète. Delta, c'est 0,9999 parce que la planète n'est pas sûre qu'il est là aujourd'hui, n'est pas sûre d'être là demain, donc je mets le coefficient delta. Peu importe. Alors donc ça, je vais organiser la discussion autour de ça parce qu'elle a été comme ça dans le cas des économistes. Alors si G est risqué et si G est donné par une loi normale, alors là on a delta. On a R égale ceci, moins quelque chose qui traduit la variance de la croissance de la consommation et qui est toujours multiplié par ce coefficient. Par exemple, ce terme-là, dans les discussions au commissaire du plan actuellement, ceci est pris égal à 4% et ce terme-là est pris égal à 0,3%. Je crois ça conduit à baisser le taux sans risque de 0,3 ou 0,4, je ne me rappelle plus exactement. Alors, juste, je fais une parenthèse, mais je ne suis pas absolument sûr que ce soit... Je vais quand même faire cette parenthèse. Donc, ce que j'ai dit, c'est que le taux d'intérêt, quand je discute du taux d'intérêt, je dois m'intéresser à trois choses. Quand je le regarde du point de vue des consommateurs, ou si je le regarde du point de vue des consommateurs et j'essaie d'expliquer son comportement d'épargne, ou je le regarde du point de vue de la société, j'essaie d'expliquer ses comportements d'altruisme. Je dois regarder un taux qui s'appelle le taux pur de préférence pour le présent, je dois regarder le taux de croissance de la consommation et je dois regarder l'élasticité de l'utilité marginale. Alors, il y a un petit problème, et j'ai dit que si je ne savais pas très bien quel était G, ça compliquait un peu la formule. Mais imaginons que la variance de G soit... Il y a des gens qui ont remarqué des choses, c'est que si la variance de G n'est pas connue, alors, l'estimation de la variance de G par des procédures standards donne, alors là je suis un petit peu ésotérique, donne une loi de Student avec n-1 degré de liberté et produit une estimation a posteriori de G qui a une queue épaisse. Si on ne sait pas la variance de G, on ne peut l'estimer que par des formules qui sont telles que la distribution a une queue épaisse, ça veut dire que des choses très loin ont une probabilité qui ne diminue pas assez vite, de telle sorte que la variance estimée est infinie. Il peut y avoir une variance infinie. Donc il y a des problèmes, et c'est des problèmes qu'on retrouve dès qu'on considère le temps long et l'incertitude.
J'en dirai un mot tout à l'heure. Alors maintenant, je vais revenir aux versions de la raison économique qui sont dans la littérature. Alors il y a deux versions de la raison économique. C'est la version des modèles faits par William Nordhaus à Yale, qui a bâti des modèles de croissance de l'économie, un modèle qui s'appelle DICE. C'est un modèle de croissance dans lequel un des inputs est le carbone, et évidemment le fait qu'on utilise le carbone implique que l'on crée des émissions. Et il optimise la politique climatique dans ce modèle, et il trouve et il le fait avec des taux d'actualisation de 5 ou 6. Avec l'idée, 5 ou 6, ben c'est expliqué par le trio 2-2-2, delta égale 2, G égale 2 et eta égale 2. Alors, G égale 2, ce n'est pas absurde, la croissance de moyen terme dans les économies développées n'est pas très loin de 2 depuis un certain temps. Eta égale 2, il y a des tas d'études qui vous disent que eta égale 2, soit des études fondées sur les comportements d'épargne, soit des études fondées sur le comportement vis-à-vis du risque, parce que ce coefficient état aussi détermine le comportement vis-à-vis du risque. Plus vous avez un état élevé, plus vous avez d'aversion au risque. Si vous avez un état, si l'utilité était linéaire, vous n'avez pas du tout d'aversion au risque. Si elle est très, très courbée, vous avez beaucoup d'aversion au risque. Donc il y a toute une série d'études. État égale 2, c'est un coefficient qui est souvent pris dans beaucoup d'études. Et ça conduit à préconiser des politiques très molles. Des politiques climatiques qui ne sont pas très vigoureuses, quoi. Alors, dans la Stern Review, Nick Stern a procédé de la manière dont je vous ai dit. Il a mis incertitude, approche probabiliste. Il a fait une évaluation aussi exhaustive que possible des dégâts. Et il a pris des taux d'actualisation bas de 1,4%, qui sont justifiés par un taux de préférence pour le présent faible, 0,1%. Une utilité logarithmique, j'appelle Cobb-Douglas, mais ça veut dire logarithmique, donc état égale 1, et un taux de croissance de 1,3. Donc c'est appliquer la formule 1 que multiplier 1,3, ça fait 1,3, plus 0,1, ça fait 1,4. Donc il a comme note d'actualisation 1,4. Et avec ça, compte tenu de son évaluation, il peut évaluer les bénéfices et les confronter aux coûts. Et d'ailleurs, le calcul économique dit que les politiques climatiques sont extraordinairement rentables. Question, c'est pas ce que dit Lomborg. Alors, est-ce qu'on peut aller plus loin ? Alors, qui a raison ? Qui a raison ? Alors, le problème, c'est que la question décisive, là où il y a le point de désaccord, il y a beaucoup de points de désaccord éventuellement dans l'évaluation des coûts. Je vous ai montré un modèle qui disait des choses sur l'évaluation des coûts. On pourrait dire d'autres choses, ça dépend d'hypothèses qu'on fait sur les technologies, etc. On peut être en désaccord sur l'évaluation des dommages, bien entendu. Plus on s'éloigne dans le temps et plus on est dans des incertitudes, plus la température est élevée, plus l'accroissement de température est grand, plus on est dans des zones bizarres. Mais ce qui est clair, c'est que la valeur actuelle des dommages, telle que mesurée par Stern, est 50 fois supérieure avec le taux qu'il prend qu'avec le taux de 6. S'il prenait le taux de 6%, il trouvait un montant des dommages qui est 50 fois inférieur à ce qu'il trouve. Donc l'argument pour la politique climatique est beaucoup moins fort. Et donc l'argument pour la politique climatique est très lié au coefficient d'actualisation qui est pris. Alors qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? Qu'est-ce qui a raison ? Alors, dans le cas... une première remarque, c'est que le choix de état égale 1 implique une redistribution vers les générations futures qui paraît un peu excessif. Puisque avec état égale 1, la chose suivante est vraie, 1% de mon revenu aujourd'hui est équivalent à 1% du revenu de la génération qui me suivra, qui sera 2 fois plus riche que moi. 1% vaut toujours 1%. Donc ça paraît un argument de redistribution vers les générations riches qui nous suivront tout à fait excessif. Et par ailleurs, il est bien évident que ça ne correspond pas du tout à ce qu'on fait, par exemple, en matière d'aide en développement. Deuxièmement, il y a un problème de compatibilité avec les indicateurs de marché. Alors, l'idée, c'est comparer ces taux au taux de marché. Le problème, c'est à quel taux de marché ?
Est-ce que c'est au taux sans risque ou au taux avec risque? Ils sont très différents. Le taux sans risque dans les économies développées est souvent de l'ordre de 1% sur longue période. Les taux avec risque, par exemple pour la détention d'actions sur le marché boursier, il y a une prime de risque de 6 points. 5-6 points. Et ça, c'est un fait lourd qui est avéré sur longue période et avec des comparaisons interpays très significatives. C'est à peu près la prime de risque n'est pas toute la même, mais dans tous les pays, il y a des primes de risque assez considérables, qu'on explique assez mal. Donc ça dépend. Si on peut y voir un argument pour le point de vue de Stern. Le taux sans risque, au fond, il n'est pas très loin de 1,4%. Et c'est le taux sans risque qu'on doit prendre dans ce type de calcul. Alors, il y a d'autres arguments que je ne fais qu'évoquer parce que je n'ai pas tout à fait le temps. Donc, j'ai dit qu'il y avait l'aversion au risque et la désirabilité de la distribution sont liées, et l'incertitude sur le taux d'actualisation. Quand on a un horizon long et qu'on ne sait pas quel taux d'actualisation prendre, on va prendre le plus bas. Ça, c'est aussi quelque chose que je n'ai pas dit, qu'il faudrait déterminer ici. Donc, il y a un autre argument pour Stern. Donc, j'ai donné des arguments pro-Stern et des arguments anti-Stern. Mais maintenant, je vais dire qu'au fond, ce que je vais essayer de défendre, de dire, c'est qu'il a une conclusion juste, mais des raisons insuffisantes. Et je vais mettre sur deux argumentaires, l'un qui met l'accent sur l'incertitude lourde et le long terme, c'est le problème que j'ai mentionné tout d'abord, et l'autre qui met l'accent sur la spécificité des biens d'environnement. L'autre qui met l'accent sur le fait qu'on n'a qu'une planète, et ce n'est pas un bien normal, quelque chose comme ça. Alors là, je mets l'accent sur le premier, alors c'est peut-être un peu... ça, c'est un argument tiré de Weitzman, et grosso modo, si l'on regarde les densités de probabilité que j'ai données au début, associées à un scénario, les densités de probabilité d'accroissement des températures moyennes sur la planète. J'ai construit les densités de probabilité. J'étais construit de façon relativement arbitraire, parce que je n'ai pas un nombre d'études, en particulier la queue de la distribution est fondée sur très peu d'observations. C'est un phénomène général, quand vous vous intéressez à des phénomènes risqués, par exemple les tsunamis, les inondations, les avalanches. Vous avez de l'information pour les choses qui sont assez fréquentes, et mais par contre pour la queue de distribution, vous avez peu d'informations parce que ça correspond à des événements qui sont très peu fréquents. Donc c'est la même chose ici. Alors là, ce qu'a fait Nordhaus, il a pris un scénario tel que la probabilité de la température moyenne supérieure à 3 est 1,5. Donc c'est un scénario dans lequel on trouve que la probabilité de la température moyenne, qui est calibrée pour que soit égale à 1,5. Ça c'est fondé, il y a quand même pas mal d'informations puisqu'on a pas mal de données sur les modèles climatiques. Donc on prend ça. Et que la probabilité que la température moyenne soit supérieure à 4,5 est égale à 0,15, pardon, pas 0,5. Donc, voilà. Et donc, ça c'est ce qu'il a, ici. Vous avez une distribution de probabilité. Donc, vous avez à construire une distribution de probabilité. Vous regardez ce que vous donnent les modèles climatiques et vous résumez ça en deux données. La probabilité que la température s'accroisse de plus, la température moyenne soit plus grande que 3 degrés, c'est 1,5. Qu'elle soit plus grande que 4,5 degrés, c'est 0,15. Et vous bloquez là-dessus. Et là-dessus, le problème, on va mettre des lois à partir de ça. Avec ces deux points, on va prendre des lois de probabilité pour dire ce qui va se passer au-delà, ce qui va se passer dans le reste de la distribution. Donc on oublie peut-être un peu d'informations qu'on donne des modèles climatiques, mais on fait une chose qui est relativement raisonnable. Et donc quelle est la probabilité? Et on se demande quelle va être la probabilité que la température moyenne sur la planète soit supérieure à 6 degrés. Alors, et on va le faire avec trois lois différentes. Une loi de Pareto, une loi log normale et une loi normale. Alors, une loi normale, vous savez ce que c'est, donc la densité tend exponentiellement vers 0 lorsque la valeur de la variable devient élevée. Une loi log normale, c'est le log de la variable qui est normale. Et puis une loi de Pareto, c'est une loi dans laquelle la densité est de l'ordre de 1 sur x.
1 sur x2, 1 sur x3 ou des choses comme ça. Ça veut dire que la probabilité que la variable soit entre x et x plus dx décroît assez lentement. Il y a pas mal de chances que, etc. Ça s'appelle les lois de Pareto. Alors le problème des lois de Pareto, c'est qu'elles ont une queue épaisse, c'est-à-dire que quand elles ont une moyenne finie, dans le cas où elles ont une moyenne finie, elles ont une variance qui est infinie, etc. Et log normal est un peu... donc c'est des lois à queue épaisse, donc ça veut dire que quand je m'éloigne beaucoup de là où je suis, la probabilité que ça arrive décroît relativement lentement. Log normal, elle décroît, c'est limite entre les lois, entre la décroissance exponentielle et la décroissance polynomiale. Log normal est normal, ça veut dire que ça décroît très vite. Eh bien, dans ce cas-là, vous voyez que... Et il a calqué... maintenant, il a fait cet exercice pour toute une série de scénarios. Donc, pour toute une série de scénarios. Et il s'est demandé quelle est, par exemple... donc, vous voyez, alors là, vous voyez les trois lois. Hein, donc, à chaque fois, la probabilité... que S soit supérieur à 3 degrés, c'est 0,5, supérieur à 4, 5, c'est 0,15, 0,15. Pour toutes les lois, c'est la même chose, on a été construit comme ça. Maintenant, vous voyez que si vous prenez une Pareto, la probabilité que ce soit supérieur à 6, c'est 0,064, hein, alors qu'avec une loi normale, c'est 0,019, c'est-à-dire beaucoup moins. En effet, ces lois n'ont pas la même queue de distribution. Et donc, en particulier, si vous essayez de regarder la probabilité que, en faisant cet exercice, vous vous mettez dans le cas où vous avez un scénario à 650 ppm en 2012, et vous regardez la probabilité que la température soit plus grande que 12 degrés. La température moyenne augmente plus de 12 degrés. Elle est négligeable si une loi normale, c'est vraiment infinitésimal, 10 moins je ne sais combien. Et par contre, elle est de 1,5% si vous prenez une loi de Pareto. C'est-à-dire qu'un événement qui est probablement une catastrophe absolue est complètement rendu inexistant si vous décidez de prendre la loi normale comme la loi paramétrique. Et il devient probabilité 1,5%, c'est-à-dire que grosso modo, avec une probabilité 1,5%, vous jouez à la roulette russe avec la génération suivante et vous choisissez un 5% de probabilité de lui tirer la balle dans la tête, quoi. C'est évidemment... Ceci met en exergue la difficulté de ce choix. Et ça montre bien que ce qui compte, ce n'est pas le scénario moyen, hein, c'est la plausibilité du scénario extrême. Et que les outils qu'on a pour évaluer la plausibilité des scénarios extrêmes, dans l'état actuel de nos connaissances, si on croit grosso modo ce que nous disent les climatologues, même si on leur met un bémol, hein, même si je dis ce que les climatologues, moi j'y crois avec probabilité 2 tiers, ça ne change pas grand-chose au raisonnement économique. Voilà. Alors, je vous présenterai la fois prochaine un autre modèle hein, qui est fondé sur une idée différente, hein, grosso modo, qui consiste à dire, dans ce monde, il y a quand même des biens difficiles. Les biens d'environnement, ce n'est pas les biens standards. Hein. Les biens standards, ils sont multipliables. Avec l'optimisme qui caractérisait la fin du XXe siècle, on pensait qu'ils étaient multipliables indéfiniment. On a un petit peu moins d'optimisme maintenant, mais pas beaucoup. Et les biens d'environnement, ils sont distincts des biens privés, mais ils sont aussi distincts des biens des ressources non renouvelables. Les ressources non renouvelables, quand vous les exploitez, elles disparaissent. Un bien d'environnement, si vous le traitez bien, il reste. Donc, dans leur long terme, ils existent toujours et leur rareté relative s'accroît. Donc, du point de vue du calcul économique, s'ils sont plus rares, leur prix devrait être plus élevé en termes de biens privés. Il y a un effet prix relatif qui va venir tuer l'effet taux d'actualisation. Et ça, c'est absolument normal, des biens qui sont plus utiles, même si on les considère très loin. Grosso modo, l'argument qu'on va trouver, c'est vrai, il ne faut pas transmettre de richesse aux générations futures qui seront plus riches que nous. Mais la seule chose qu'on peut leur transmettre, il y a une chance que ce soit très intéressant pour eux, c'est un environnement en bon état. Ça va être un peu l'argumentaire que je vais donner ici. Alors, bien sûr, il y a un autre argument, hein, c'est la substituabilité entre biens privés et biens environnementaux.
Si jamais vous pouvez substituer à 100%, l'idée que j'ai ici, c'est qu'on n'a qu'une planète. Maintenant, si vous pouvez fabriquer une planète artificielle, une fois que vous serez très riche, l'argument tombe un peu. Donc, le deuxième ingrédient de la réflexion, c'est vraiment le niveau de la substituabilité. Est-ce qu'une planète en bon état ou un environnement en bon état, c'est quelque chose qui est strictement substitut de biens privés, auquel cas il n'a pas d'importance particulière, ou au contraire, c'est quelque chose qui est peu substituable, et auquel cas il a beaucoup d'importance. Voilà, j'ai dit beaucoup de choses. Hein. Bon, alors je vais revenir aussi sur l'altruisme intergénérationnel, mais je crois qu'il est raisonnable maintenant de s'arrêter ici et de vous remercier. Bonsoir.